oui, effectivement, ça fait quelques mois que je fais partie de la communauté Feel Good. Et donc aujourd'hui, on présente le sujet cultiver sa joie et sa santé mentale au travail. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que simplement, il touche tout le monde de manière individuelle et de manière collective, quelle que soit son expérience professionnelle ou son poste. Voilà. Donc vraiment, là, l'objectif de la session, c'est de vous donner des, des outils pratiques à mettre en place dès maintenant, à votre échelle, et aussi vous aider à identifier les signaux d'alerte. Et pour ça, j'ai fait appel à Léa Godzen. Donc, elle est intervenante extérieure et j'ai beaucoup aimé son approche parce qu'elle est bienveillante et j'ai adoré sa méthode que j'ai trouvée originale pour prendre soin de soi, voilà, et de sa santé mentale. Je te laisse te présenter, Léa. Super, merci. Et puis, bonjour à tous. Et bienvenue donc dans ce webinaire où on va pouvoir voir ensemble comment cultiver sa joie au quotidien et dans son travail notamment. On va voir ensemble, je vais me présenter rapidement juste après. Et puis, je vais définir aussi un mot que j'aime beaucoup et qui va faire un petit peu, qui va être tout le fil rouge de cette présentation. On ira ensuite voir ce qu'est la méthode Soleil. Et puis, pour finir, on verra 3 notions d'auto-évaluation qui pourront vous aider à vous checker ou aussi à observer les autres. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, pour commencer, du coup, je me présente. Donc, je suis Léa Godezen. Je suis préventrice en santé mentale et je suis également créatrice d'un serious game, donc Solum, dont je vous en parlerai un petit peu à la fin de cette présentation. Mais en gros, c'est un peu le fil rouge aujourd'hui de ce webinaire. Solum représente pas mal... ça permet de parler de prévention santé mentale justement au travail. Donc, avant de commencer vraiment la présentation, je voulais vous raconter une petite anecdote puisque c'est vraiment finalement le fil rouge de comment j'en suis arrivée à créer cette méthode Soleil et finalement aussi à créer ce jeu sérieux. Donc, en fait, quand j'étais étudiante, il y a quelques années de ça, on m'appelait mes collègues de BTS me surnommaient le koala. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une des caractéristiques, ou les caractéristiques du koala, mais l'une d'elles, en tout cas, c'est que quand on l'approche un petit peu trop et qu'il n'a pas envie d'être approché, il sort ses griffes et il peut être assez violent. Donc, je vous laisse imaginer l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là de ma vie. J'étais clairement dans une passe qui était compliquée dans ma vie. J'étais à fleur de peau et ça n'a fait qu'empirer aussi lorsque un manager d'un fast-food, quand j'ai voulu postuler pour un poste étudiant, m'a refusé le poste en me disant qu'il n'avait jamais vu une personne aussi négative que moi. Ça m'a mis une vraie claque. Mais ça m'a aussi permis de faire un vrai point de bascule puisque 1 an plus tard, en fait, dans un nouveau travail, on me surnommait le rayon de soleil de l'équipe. Et ça, en fait, ce constat, j'ai vraiment vécu de l'intérieur cette transition et je me suis rendu compte d'une chose essentielle, que notre état d'esprit peut tout changer à condition d'avoir les bons outils. C'est comme ça que plusieurs années plus tard, je suis devenue coach et ensuite préventrice en santé mentale et que j'ai créé Solum. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la méthode Soleil. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir vous parler d'un mot qui est la joie. La joie, cette belle émotion qui est contagieuse, qui est agréable, qui est pétillante au quotidien et qui est propice en fait à nous emplir de joie. Tout est propice à nous emplir de joie au quotidien. Écouter le son des oiseaux, pouvoir ressentir le vent dans nos cheveux, le sourire d'un inconnu ou d'un collègue lors d'un petit échange. Ça va être un beau paysage. Enfin, tout est propice à la joie si on sait aller bien les repérer et bien les accrocher pour pouvoir les cultiver. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble avec la méthode Soleil, c'est comment justement cultiver notre soleil intérieur et donc cultiver notre joie et donc prendre soin de notre santé mentale.
Donc, on va commencer ensemble avec la lettre S pour stop. Faisons des pauses. J'ai envie de vous proposer un petit quiz. À chaque fois, il y aura un petit quiz. Si vous souhaitez répondre à la question, faire des pauses régulières améliore la concentration. Est-ce que c'est vrai ou faux à votre avis? Je vous laisse répondre dans le chat rapidement. Ok, je vois pas mal de réponses. Effectivement, c'est vrai. Elles permettent vraiment à notre cerveau de pouvoir récupérer efficacement, plus efficacement. 5-10 minutes ne serait-ce de pause, ça permet de stimuler notre corps, notre concentration. On dit souvent qu'on a une concentration de 45 minutes. Donc, après 45 minutes, notre concentration commence à faiblir. Donc, autant faire des petites pauses régulières pour maintenir ça. Et donc, ensuite, hop, on a différentes manières en fait de repérer les différents signaux d'alerte du fait qu'on a besoin d'une pause. On va avoir les signaux cognitifs, donc tout ce qui est cerveau, concentration, etc. Ça va être difficulté à se concentrer, la sensation de brouillard mental, les troubles de la mémoire, par exemple, les oublis fréquents, les confusions. Ça, c'est un signe que, au bout d'un moment, en fait, notre cerveau n'est plus en capacité d'absorber tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un petit signe quand même qu'il est temps d'aller s'aérer, d'aller faire des pauses. On va voir ensemble quel genre de pause on peut faire ensuite. Mais on a aussi tout ce qui est au niveau émotionnel, donc tout ce qui est humeur, ressenti. Donc là, ça va être si on est, je ne sais pas, plus irrité, on va rentrer plus facilement dans le conflit. Ça peut être un indicateur qu'on a besoin de souffler, de faire un peu plus de pause. Ça peut se sentir, par exemple, on peut se sentir agacé par le cliquetis fréquent de la souris de notre voisin, alors qu'habituellement, ça ne nous dérange pas. Mais là, ça peut être justement un petit signe qu'on en a marre et qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'une pause. Mais ça peut être aussi les notifications de mails, etc. Toutes ces petites irritabilités qui sont d'habitude OK pour nous, là, ça peut nous indiquer que, OK, là, on a besoin d'une pause aussi. Mais ça peut aussi être au niveau comportementaux. Donc, ça va être les actions, les habitudes. Donc, par exemple, l'hyperactivité ou au contraire, plutôt la procrastination excessive. Tous ces signaux-là, c'est non exhaustif, bien évidemment, mais en tout cas, ça peut vous permettre de vous observer, vous, et de vous poser les questions. OK, moi, c'est quoi mes signaux d'alerte à moi qui me permettent de voir que j'ai besoin d'une pause? Mais on a aussi, du coup, au niveau physique. Donc là, c'est tout ce qui est notre corps, notre santé. Donc les tensions musculaires, les douleurs inexpliquées, ça peut être dans les cervicales, mais ça peut être aussi les maux de tête, l'estomac qui commence à gargouiller parce qu'il est l'heure de la pause déjeuner, par exemple, tout simplement. Mais ça peut être aussi les maux de dos, etc. Donc, pensez à bien s'étirer, faire une pause de 30 secondes, d'aller marcher 5 minutes, etc. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, les maux de tête, si j'en arrive à avoir des maux de tête, c'est que j'ai déjà dépassé une certaine limite et que je n'ai pas pris suffisamment de pause avant. Donc voilà, ça peut vous permettre de réfléchir un petit peu à ce qui vous concerne et comment vous pouvez justement repérer ces signaux chez vous. Et donc, les pauses, c'est vraiment pas un luxe, c'est vraiment une nécessité et ça a un vrai impact, ça a de vrais bénéfices sur notre productivité et notre créativité. Ça va permettre d'améliorer la concentration. Donc, les pauses, on le sait, ça permet de recharger notre batterie mentale. Ça va aider à maintenir aussi une meilleure concentration et puis être plus efficace sur les tâches à accomplir par la suite. Ça va permettre aussi de stimuler notre créativité parce que aller prendre l'air, prendre du recul, ça permet à notre esprit de vagabonder, ça permet de favoriser l'émergence de créativité. Par exemple, moi, avant un gros brainstorming, j'aime bien aller marcher parce que être en nature, ça me vide complètement l'esprit et je reviens complètement boostée et pleine de créativité. Mais ça permet aussi de réduire le stress.
Donc, s'offrir des moments de détente et de relaxation, ne serait-ce que quelques secondes, en fait, 30 secondes, 1 minute, toutes les 45 minutes ou toutes les heures, ça vraiment aide à réduire le stress. Ça permet aussi d'augmenter la productivité. Donc, en évitant finalement la fatigue mentale, en faisant des pauses régulières, on permet de rester plus productif aussi sur le long terme. On va aussi améliorer notre santé physique, le fait de bouger, d'aller s'étirer pendant les pauses, d'être un petit peu moins sédentaire finalement, permet vraiment d'améliorer notre santé physique. Puis, ça permet aussi de renforcer finalement les relations sociales. Les pauses collectives qu'on va voir juste après, ça, c'est une super occasion de sociabiliser avec nos collègues, de parler d'autre chose que le travail et de créer une ambiance plus sympa, plus positive au travail. Et puis, bien évidemment, ça permet la prévention de l'épuisement professionnel puisque de faire des pauses régulières, on évite le surmenage, on évite l'épuisement professionnel, ce qui est vraiment crucial pour durer, pour avoir une bonne carrière dans le temps. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a différents types de pauses. On va avoir les pauses détente. Donc, les pauses détente, c'est tout ce qui est relaxation, respiration, une mini-sieste de 5-10 minutes, ça fait l'affaire aussi. De lire son livre, un chapitre de notre livre favori du moment, d'écouter une musique qui nous fait plaisir. Tout ça, c'est très rapide et finalement, ça permet de nous détendre. Et puis, on va avoir les pauses actives. Donc, celle-ci, ça va plutôt être de sortir prendre l'air, de s'étirer. Moi, ma préférée, personnellement, c'est la danse de la joie. Je mets ma musique et je danse, voilà, tout simplement. Et ça me fait un grand bien. Donc, je vous conseille de la tester en groupe, collectivement, elle est super, puisqu'on a aussi les pauses collectives, conviviales. Donc, ça peut être les jeux entre collègues, entre midi et 2. Il me semble que vous avez tout un espace de gaming en ligne, etc. Donc, ça, c'est super pour pouvoir, entre collègues, profiter de pauses conviviales. Ce qu'on va éviter, par contre, le plus possible, c'est finalement les pauses sur notre téléphone, puisque les messages, les notifications, tout ça, ça augmente en fait notre charge mentale. On a l'impression qu'on se libère parce qu'on va aller scroller ou qu'on va aller voir une information qui n'a rien à voir avec notre travail, mais finalement, ça ne fait que constituer encore plus notre charge mentale et on n'arrive pas finalement à avoir une vraie pause. J'ai eu le cas lors d'un participant, lors d'un des ateliers, qui est, lui, chiropracteur. Donc, a priori, il ne travaille pas avec les écrans. Et donc, il me disait qu'il prenait sa pause et en réfléchissant, il me dit, effectivement, je prends mon portable et je lui demande, est-ce que tu te sens ressourcé? Est-ce que après cette pause-là avec ton portable, tu es bien? Parce que ça m'intéressait vraiment de savoir finalement, est-ce que une pause quand on ne travaille pas avec les écrans, une pause avec un écran, ça peut changer. Et il me dit, non, en fait, je me rends compte que j'aurais préféré faire une sieste, en fait, ou prendre l'air et aller m'étirer. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, on a l'impression de faire une pause avec notre téléphone, mais finalement, ce n'est pas une vraie pause efficace. Donc, on pense à faire des pauses. La prochaine lettre, donc, c'est le O pour oser. On ose exprimer nos émotions et poser nos limites. Il y a 27% des actifs français qui déclarent devoir cacher leurs émotions au travail et faire semblant d'être de bonne humeur. Alors, j'ai une question pour vous. Exprimer ses émotions au travail est-il une faiblesse? Vrai ou faux, à votre avis? Ah, c'est mitigé. Intéressant. Et alors, la réponse, elle va être fausse, mais je vois bien qu'il y a des vrais. Donc, en fait, c'est plutôt une force d'exprimer ses émotions au travail parce que, alors, tout dépend du contexte, effectivement, tout dépend à qui on va aller l'exprimer. Mais de pouvoir oser exprimer ses émotions, ça permet de favoriser la communication. Ça crée vraiment un lien de confiance et de bienveillance, en fait, au sein de l'entreprise. Donc, bien évidemment, il faut choisir la personne à qui on va aller s'exprimer. On ne va pas aller... et le contexte aussi, mais en tout cas,
ça favorise vraiment le lien de confiance et la bienveillance en fait dans les équipes. Ça permet d'enlever un petit peu ce masque social qu'on se met tous et à fortiori, au fur et à mesure du temps, vraiment, il y a une vraie plus-value justement sur notre santé mentale puisque on exprime ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on va étaler notre vie privée, par exemple, si c'est une émotion ou si c'est quelque chose qui nous contrarie dans notre vie privée. Mais ça peut simplement être aujourd'hui de dire à notre collègue, bon, au lieu de répondre à la fameuse question « ça va ?» oui, alors qu'en fait, ça ne va pas, de simplement dire « non, aujourd'hui, ça ne va pas. Mais je n'ai pas envie de m'exposer, mais juste, ça ne va pas et sache-le. » Voilà, ça peut tout simplement être ça. Et au moins, ça permet de reposer le cadre. OK, on est tous humains, on a tous des émotions aujourd'hui et on est tous capables d'accepter aussi qu'en face de nous, notre collègue ne va pas forcément bien, qui n'a pas forcément envie d'en parler à ce moment-là. Mais c'est important de pouvoir l'exprimer. Quels vont être, par exemple, les signes d'émotions qui vont se refouler? On va avoir différentes choses. L'irritabilité fréquente, la fatigue émotionnelle, puisque de garder des émotions en soi, ça se cristallise. Au bout d'un moment, on a la cocotte minute et ça nous fatigue. Et puis après, la cocotte minute, elle va exploser, on ne sait pas quand. Mais il y a aussi la rumination, les pensées envahissantes. Il va y avoir aussi la difficulté à se motiver. Mais ça peut aussi être le sentiment de vide, d'inutilité, l'évitement social, l'isolement. Mais aussi les troubles digestifs, les ballonnements, les nausées, la perte ou la prise de poids, par exemple. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui peuvent être pour vous, personnellement, des signes qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas digéré ou qui n'a pas été exprimé. Donc du coup, il se manifeste autrement. Mais ça peut être aussi utile d'observer chez vos collègues que, par exemple, un collègue qui a l'habitude de faire toutes les pauses déj avec vous et avec l'équipe et qui, là, depuis plusieurs jours, est plutôt dans l'isolement et va plutôt manger dans un petit coin, etc. Ça peut être un indicateur aussi de votre côté de vous dire, tiens, il y a quelque chose qui semble ne pas aller bien. Puisque il est isolé depuis quelques jours, est-ce que je n'irai pas amorcer la conversation et pour savoir un petit peu pourquoi il s'isole et s'il a envie d'en parler ou si vous pouvez l'aider à ce moment-là. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails exactement de comment on peut approcher son collègue, etc. Mais on verra au fur et à mesure des petites choses quand même. Il va y avoir différentes manières justement d'exprimer ses émotions, de poser ses limites aussi. Ça va être par exemple, noter chaque jour une émotion ressentie et pourquoi. Ça, c'est personnel, mais ça permet vraiment de mieux se comprendre finalement et d'exprimer plus facilement en fait à la suite nos ressentis. Donc ça, c'est vraiment des exercices personnels que vous pouvez faire au quotidien. Ça va être aussi de transformer les reproches en phrases positives avec je. Par exemple, on est en réunion et on ne vous écoute pas. On n'a pas le temps de vous écouter, mais vous avez vraiment quelque chose d'important à dire par rapport à cette réunion. Au lieu de dire, bon, personne m'écoute, là, j'aimerais vraiment qu'on m'écoute, c'est vraiment remettre à je. J'aimerais être entendue sur ce point, c'est important pour moi. Et c'est vraiment de remettre le contexte à je, de manière positive et de dire, voilà, j'aimerais être entendue sur ce point. Donc, faire ces exercices de transformer des phrases comme ça pour vous aider à mieux communiquer, à mieux exprimer ce que vous avez à dire. Ça peut être aussi, là, c'est plutôt collectif, ou durant le début d'une réunion, par exemple, pour un peu désamorcer comme un brise-glace, de chacun exprimer son émotion du moment. Mais juste, voilà, dire aujourd'hui, moi, par exemple, aujourd'hui, si je dois dire un mot, c'est soleil. Je suis joie et ça me fait plaisir d'être là dans cette présentation. Donc, ça va être soleil. Peut-être que demain, ça va être, je ne sais pas, batterie faible parce que je me sens fatiguée. Mais voilà, c'est un petit exercice collectif qui permet d'amorcer et quand même d'exprimer ses émotions. Mais ça va être aussi par rapport
à vos collègues, etc. Si vous voyez un collègue, vous avez repéré des signaux d'alerte qui vous paraissent importants de repérer, enfin que vous avez repéré, il faut toujours essayer de choisir le bon moment le bon endroit pour aller voir votre collègue, que ce soit vous pour exprimer ou aller demander à votre collègue s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'utiliser toujours aussi au plus la communication bienveillante, non violente. De toujours aussi se demander est-ce que je suis capable aujourd'hui d'aller voir mon collègue qui n'a pas l'air d'aller bien et d'entendre ce qu'il a à me dire. Donc, se checker aussi personnellement sur son échelle de disponibilité. D'être à l'écoute le plus possible finalement et d'observer ses collègues et ses collaborateurs. Ça, c'est une chose qui est importante puisque c'est aussi dans la loi, en fait, au travail, on a les entreprises qui doivent être attentifs à leurs salariés et à leur bien-être, mais il y a aussi les salariés qui doivent être attentifs à leur santé mentale et physique, mais à aussi celle de leurs collègues. Donc, c'est aussi important de pouvoir observer et comprendre un petit peu chacun. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on y répondra à la fin. Mais là, on va passer donc du coup à la lettre L de soleil pour lumière. Lumière, c'est mettre en lumière justement les points positifs et agréables dans son travail. Petite question vrai ou faux, voir le positif, est-ce que pour vous, c'est ignorer les problèmes? Vrai ou faux? Ok, bon là, on est plutôt sur du faux. Parfait, puisque voir le positif, effectivement, ce n'est pas fuir la réalité, c'est vraiment reconnaître le bien en même temps que ce qui est difficile. Donc, ça va être vraiment un levier finalement de résilience et de bonne santé mentale aussi. J'ai un exercice à vous proposer à faire rapidement si vous le souhaitez. C'est de citer 3 choses dans le chat que vous aimez dans votre travail de manière générale. Mais ça peut être l'ambiance entre collègues ou une tâche précise dans votre travail ou l'environnement. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir, les noter, les partager si vous avez envie. Pareil pour ceux qui regarderont en replay, vous pourrez faire cet exercice. J'ai l'ambiance, les personnes avec qui je travaille, échange le café le matin, l'émission confiée, super. Je continue à y répondre, moi je vais continuer à passer parce que sinon on ne va pas avoir le temps de tout faire, mais faites cet exercice parce que voilà, ça permet de se rendre compte aussi qu'on a des choses très chouettes et ça fait plaisir, même si on s'en rendait compte, de le dire aussi. Donc là, ça va être quoi les signes qu'on perd du sens dans notre travail, par exemple? On va avoir l'ennui permanent. On va avoir le fait de moins s'investir personnellement, la sensation d'inutilité, les indécisions, par exemple, la difficulté à faire des choix. Mais ça va être aussi le fait de moins s'engager dans les projets ou les réunions. Mais ça va être aussi les troubles du sommeil, le fait d'avoir des insomnies, un sommeil non réparateur, des réveils fréquents la nuit alors qu'habituellement, ce n'est pas le cas. Ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui nous perturbe. Alors, ce n'est pas nécessairement sur le fait qu'on perd du sens dans son travail, mais en tout cas, ça fait partie des signes que ça peut être justement lié à notre travail et lié à notre satisfaction au travail. Donc, s'observer et savoir un petit peu justement reconnaître, ok, ce signe-là, à quoi il correspond et où est-ce qu'il va. Puisque notre corps et notre mental, il a des réactions, il se passe des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur et c'est une réaction de notre corps ou de notre mental suite à ça. Donc, c'est important de pouvoir s'en rendre compte. Et donc, comment on peut retrouver du sens justement ou marquer les points positifs dans notre travail?
eh bien, ça va être d'identifier ce qui nous plaît dans nos missions. Donc là, par exemple, l'exercice qu'on vient de faire, citer 3 choses régulièrement, je ne sais pas, faire un petit bilan chaque semaine ou chaque mois ou lors d'un début de réunion. Ça peut être aussi un exercice de citer ces 3 choses-là et ça peut changer au fur et à mesure. Donc ça, c'est important de pouvoir le cultiver. Ça va être aussi de se rappeler de l'impact de notre travail au quotidien, puisque des fois, on peut être dans l'automatisme et on oublie pourquoi on fait ça. Et donc, de s'en rappeler régulièrement. Ça va être de permettre de se reconnecter aussi à nos valeurs avec le travail que l'on fait. Est-ce que ce que je fais comme travail, ça nourrit aussi mes valeurs personnelles? Ça va être aussi de se remémorer finalement une réussite passée quand on a un challenge qui se présente. Donc, pourquoi pas avoir un carnet ou quelque chose sur notre bureau ou proche dans notre environnement de travail qui nous permet d'écrire un peu nos fiertés ou nos réussites dans différents projets au travail qu'on a fait. Et quand on a un challenge et qu'on est un peu perdu ou qu'on doute de nous-mêmes, se remémorer, mais tiens, en fait, j'ai réussi, il n'y a pas moins d'une semaine, j'ai réussi ce projet qui a été assez long et difficile. Pourtant, je l'ai réussi. Et donc, voilà, se remémorer les réussites, ça, se cultiver toutes ces petites choses-là permet de retrouver du sens ou de cultiver tout simplement le positif dans notre travail. Mais ça va être aussi envoyer, par exemple, un message de remerciement à un collègue. Donc, créer vraiment une dynamique de reconnaissance, de gratitude envers nos collègues. Tout ça, ça permet de cultiver cette joie finalement au travail. Et puis d'identifier ce qui nous plaît tout simplement dans nos missions. Mais ça, je l'avais dit juste au début. Allez, on passe du coup à la lettre E. Ah, je vois les calculs, les réunions en anglais, les croissants. Super. Trop bien. La lettre E pour entourage et environnement optimisme. On a 80% des Français qui ressentent des symptômes quotidiens de stress, d'anxiété et de dépression. Alors, j'ai une question du coup, vrai ou faux par exemple, le travail réduit forcément le stress. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que pour vous c'est faux? Effectivement. Effectivement, c'est faux. Le télétravail peut vraiment offrir plus de liberté, c'est vrai, mais ça peut aussi finalement isoler, ça peut flouter les limites pro-perso, ça peut aussi finalement augmenter la charge mentale. Et vraiment, son impact, il va dépendre du cadre que l'on met, des limites qu'on se pose, du soutien aussi et des besoins finalement de chacun. Donc, c'est vraiment important de bien cadrer finalement, de bien oser poser ses limites aussi avec soi-même quand on fait du télétravail pour justement éviter que ça déborde sur notre vie perso à la suite. Alors, hop. Ah, merci. Donc, quels vont être les signes d'un entourage toxique dans notre travail? On a tous, peut-être ou pas, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé de ressentir cette petite boule au ventre en pensant à mon travail juste avant d'aller dormir ou d'avoir un collègue qui remet en question toutes mes actions. Ça fait partie finalement, c'est pas quelque chose qui est finalement normal quand on pense au travail. Et donc c'est plutôt qu'on a un entourage toxique dans notre travail. Donc, ça va être aussi les sensations d'être épuisé après certaines interactions. Donc, c'est vraiment un ressenti personnel, mais de se sentir à chaque fois épuisé après une interaction avec un collègue ou un manager ou peu importe dans notre travail, ça, c'est vraiment un signal que c'est pas complètement normal et qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Ça va être aussi les critiques finalement constantes et le manque de soutien de la part soit de nos collègues ou de nos managers. Ça peut être des signes en fait qu'il y a quelque chose de pareil qui ne va pas vraiment. Les relations tendues avec les collègues, ça engendre finalement sur le long terme peut-être cette petite boule au ventre avant de s'endormir en pensant au travail.
l'absence de soutien ou de coopération, les remises aussi en question incessantes de nos compétences, donc le fait qu'on ne nous fasse pas confiance sur nos missions et sur nos compétences. Et le fait juste de ressentir du stress rien qu'à l'idée d'aller au travail. Alors, on peut ressentir du stress parce que le lendemain, on a un gros projet ou on a une grosse présentation. Mais si on ressent du stress tous les jours, c'est pas tout à fait normal. C'est qu'il y a quelque chose à aller vérifier et aller travailler. Par contre, l'impact d'un bon entourage et d'un bon environnement de travail, lui, il va vraiment permettre une meilleure motivation au quotidien, plus de sérénité et donc réduction du stress aussi. C'est vraiment un facteur, l'environnement et l'entourage, c'est vraiment un facteur clé d'une bonne santé mentale. Ça va aussi permettre de renforcer les liens sociaux, d'éviter l'isolement. Tout ça permet un meilleur climat, une meilleure confiance. Et c'est un vrai bonus positif finalement pour notre journée que d'aller au travail, de se sentir bien avec cet entourage, bien dans notre environnement de travail. C'est vraiment, ça améliore finalement la satisfaction au travail. Ça nous permet d'avoir plus d'engagement et sur le long terme, de meilleurs résultats. Et nous, on peut vraiment être le leader, entre guillemets, d'apporter ça. Si on le retrouve pas, on peut vraiment être source justement d'apporter cette ambiance dans notre travail, d'apporter des choses positives dans notre environnement de travail. Et justement, comment on se crée un entourage et un environnement positif dans notre travail, ça va être justement d'apporter cette petite touche personnelle sur notre bureau. Ça fait plaisir d'arriver dans notre espace de travail et d'avoir des petites touches qui nous sont personnelles. Ça peut être notre plante préférée, mais ça peut être aussi un poster d'une expo ou d'un concert qu'on a été voir, je ne sais pas, que sais-je, d'un jeu favori. Mais en tout cas, de personnaliser son travail pour se sentir bien dans notre environnement, c'est hyper important à le cultiver. Ça va être aussi, comme je le disais tout juste avant, c'est d'être pour soi vraiment et les autres moteurs de joie et de bonne ambiance au travail. Ça va être de proposer, pourquoi pas, des pauses collectives, comme on le disait tout en haut avec la lettre S pour faire des pauses de manière collective. Pourquoi pas proposer une danse de la joie géante, par exemple, ou alors un jeu justement de société sur la pause méridienne. Mais ça va être aussi d'instaurer la gratitude entre vous, entre collègues, entre collaborateurs, d'envoyer cet email de remerciement tout bête, mais ça fait plaisir en fait. Et c'est important pour cultiver justement un bon environnement et un bon entourage. Mais ça va être aussi de oser demander de l'aide finalement, quand on en a besoin, avant de se retrouver vraiment en grosse difficulté. Donc tout simplement, oser demander de l'aide pour nous aider sur une tâche, pour nous aider sur autre chose. Allez, on passe à la lettre I pour le discours intérieur. Donc, notre discours intérieur, ça va être quelles sont les pensées que l'on nourrit dans notre quotidien. Est-ce qu'elles sont valorisantes? Est-ce qu'elles sont dévalorisantes? Qu'est-ce qu'on se raconte à l'intérieur de nous? Encore un petit vrai ou faux. Est-ce que les pensées négatives n'ont aucun impact sur le bien-être? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il n'y a pas vraiment de question piège, évidemment, c'est faux, puisque les pensées négatives, elles influencent nos émotions et nos comportements. Ça va être d'où l'importance vraiment de cultiver un dialogue intérieur bienveillant. Au début de cette présentation, je vous racontais cette histoire de koala qu'un manager m'avait refusé parce qu'il n'avait jamais vu une personne si négative que moi, etc. Et que je suis passée de rayon de soleil ensuite, 1 an après. Mais ça, c'est parce que j'ai vraiment fait un travail assez incroyable et que j'ai continué ensuite, par la suite, à me lancer. Ça a vraiment été un game changer finalement, parce que je me lançais des défis joie au quotidien pour justement améliorer ce discours intérieur que j'avais qui était très dévalorisant. Donc, je me lançais des défis. Je me demandais, est-ce que tiens, aujourd'hui, je vais essayer d'être dans le non-jugement, mais de tout.
de moi, mais aussi des autres, parce que j'étais quelqu'un qui jugeait beaucoup, qui me jugeait beaucoup, mais qui jugeait aussi finalement beaucoup les autres. Et donc, du coup, je me lançais ces défis-là. Aujourd'hui, je suis dans le non-jugement. Donc, dès que j'avais une pensée de jugement qui arrivait, mais je me stoppais, je l'écrivais et ensuite je travaillais cette pensée pour, OK, comment je la fais en non-jugement. Par exemple, à l'époque, enfin voilà, il y a une quinzaine d'années, c'était je jugeais la tenue d'une personne dans la rue et je me stoppais, je me disais, non, en fait, pourquoi je juge cette personne? Elle s'habille comme elle veut et elle a bien raison. Et en fait, peut-être que en fait, finalement, j'adore cette idée qu'elle mette cette tenue parce que ça lui plaît et c'est génial, en fait. Et en fait, je tournais toutes mes pensées, finalement, qui étaient jugeantes en des pensées complètement non jugeantes. Et en fait, ça me motivait et ça me mettait de la gratitude. Et enfin voilà, je me lançais des défis joie sur différentes choses pour justement cultiver et avoir un discours intérieur qui soit plus bienveillant, que ce soit envers moi-même, mais aussi envers les autres. Parce que ça a un vrai impact sur nos pensées, finalement. Les pensées négatives, elles ont un vrai impact sur notre bien-être, hein, sur notre santé mentale, sur le long terme. Ça peut vraiment être une baisse de confiance en soi et d'estime de soi. Ça peut nous créer aussi beaucoup de stress et de plus en plus créer aussi de l'anxiété. Ça peut nous rendre moins motivés, créer moins d'énergie parce qu'on sait que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie d'être constamment dans nos pensées et de ruminer toutes ces pensées qui sont finalement dévalorisantes pour soi. Ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, on a beaucoup plus de difficultés finalement du quotidien dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ça, ça rend plus difficile. Ce qu'il ne faut vraiment pas aussi négliger, c'est que quand on a des pensées qui sont négatives et qui sont récurrentes sur soi-même et sur l'avenir, il est vraiment important d'en parler, de demander de l'aide auprès d'un collègue dans un premier temps, mais aussi surtout auprès d'un professionnel de santé mentale. Parce que ces pensées récurrentes sur soi-même et sur l'avenir ne sont pas normales et on peut tout à fait aller les travailler avec un professionnel de santé mentale qui pourra vous accompagner dans cette période parce qu'on peut tous avoir ces moments de difficulté sur nous-mêmes. Et puis par contre, avoir un discours bienveillant, un discours intérieur qui soit valorisant pour nous, ça a des vrais bienfaits puisque sur le long terme, on a plus de sérénité, on ressent plus d'assurance, on cultive une estime de soi, on a une meilleure résilience aussi face aux difficultés, plus de motivation au quotidien. On a une meilleure valorisation de soi et des autres, on cultive notre état d'esprit finalement au quotidien et ça fait du bien, ce qui permet d'avoir plus de facilité à repérer ses petites joies, à repérer ses petits bonheurs, ses petits plaisirs. Et c'est hyper important. Ça permet aussi d'avoir une meilleure communication, que ce soit en fait envers soi ou envers les autres. Donc, c'est finalement hyper important aussi de penser à son discours intérieur quand on pense à la joie au travail et à la bonne santé au travail. Et donc, comment on peut transformer son dialogue intérieur quand on sent qu'on est souvent dans la dévalorisation de soi ou des autres? Eh bien, ça va être, par exemple, remplacer, on a peut-être tous émis ces pensées de « je suis nul ». Ça peut être tout simplement transformer cette phrase par « ok ». Ça peut être déjà oui, ok, je suis nulle, mais sur quel domaine? Parce que je ne suis pas nulle dans toute ma globalité. Là, je l'ai dit sur quel domaine parce que j'ai loupé, je ne sais pas, une petite mission, une petite tâche ou un step dans ma journée de travail. Et donc, je me suis dit que que j'étais nulle. Déjà, on peut remettre le contexte et se dire, ok, je suis nulle parce que j'ai raté ça, là, cette petite étape. Ok, déjà, je ne suis pas nulle partout, je suis nulle que sur ça aujourd'hui et je me sens nulle que sur ça aujourd'hui. Demain, ça va être autrement.
Et on peut se dire aussi, OK, je vais apprendre, je vais voir comment je vais pouvoir améliorer cette tâche pour progresser. Et je peux aller demander de l'aide, par exemple, à un collègue qui pourrait m'aider à mieux réaliser cette tâche. Exemple. Mais c'est toujours, en tout cas, revenir à ces phrases dévalorisantes, à les décortiquer, en fait, un petit peu pour les transformer en quelque chose de soit neutre ou soit valorisant par la suite. Mais ça va être aussi de prendre conscience finalement de ses fiertés et de nos réussites. Ça, c'est hyper important de cultiver ça au quotidien puisque ça permet vraiment de transformer au fur et à mesure, sur le long terme, notre discours intérieur et donc notre estime de soi et notre bien-être aussi personnel. Ça va être aussi de trouver, pourquoi pas, une phrase motivante dans notre quotidien à se répéter régulièrement. Pourquoi pas mettre une phrase qui nous motive juste écrite sur notre miroir de la salle de bain le matin ou un post-it sur notre bureau ou sur notre voiture, notre tableau de bord de voiture quand on conduit ou juste avant d'aller au travail. On voit ce message et hop, ça nous booste. En fait, c'est d'essayer de trouver des petites choses qui vous sont personnelles à vous et qui fonctionnent, puisque on est tous différents et ça peut ne pas fonctionner sur les autres. Mais ça peut fonctionner sur vous, donc il faut tester pour savoir. Et puis, il y a aussi apprendre à trier ses pensées. Donc, comment on trie ses pensées? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont constructives? Est-ce qu'elles sont neutres? Est-ce qu'elles sont nuisibles? Essayer d'aller un petit peu trier ses pensées et de dire, OK, celle-ci, elle est même complètement inutile et nuisible en plus, donc je la dégage. OK, celle-ci, elle est constructive, mais par contre, elle est dévalorisante, donc OK, je vais essayer de la retourner pour qu'elle soit constructive et valorisante pour la suite, ou neutre. C'est vraiment d'apprendre à s'écouter à l'intérieur et de capter un petit peu ce qui nous arrive, parce que ça va très vite d'avoir des ruminations, ça va très vite de se faire des scénarios catastrophes. J'avais l'habitude de me faire beaucoup de scénarios catastrophes et j'ai mis en place une balance qui permet de rééquilibrer. S'il y a scénario catastrophe, il y a aussi scénario super, plus que super. Et en fait, ça rééquilibre et au fur et à mesure, finalement, j'ai toujours plus les scénarios super, super ou les scénarios normaux que les scénarios catastrophes. Mais tout ça, c'est vraiment de l'entraînement et de s'amuser à s'observer aussi, soi. Et puis, on passe à la dernière lettre de Soleil qui est les loisirs pour un équilibre de vie pro et de vie perso. On a 90% de nos salariés, enfin des salariés français qui considèrent la santé mentale comme une priorité en 2024. C'est génial. Et donc, j'ai une question pour vous. Travailler sans relâche prouve qu'on est motivé et performant. Est-ce que c'est vrai ou faux? Effectivement. Effectivement, c'est faux. Se surmener mène souvent à l'épuisement et on l'a vu tout au long de ce webinaire. Ça nous épuise et finalement, ça crée finalement une baisse de productivité sur le long terme. Donc, voilà. Donc, c'est faux. Il faut vraiment essayer de trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est justement les signes un peu de déséquilibre dans notre vie pro et notre vie perso. Le fait de se sentir constamment épuisé. Le fait d'avoir la perte d'intérêt pour nos loisirs. C'est-à-dire que vous aviez plein de loisirs super cool, super chouettes. Et petit à petit, vous en éliminez et au fur et à mesure, vous avez même la flemme, vous n'avez plus l'énergie après le travail d'aller faire cette activité qui, jusqu'à encore quelques semaines, vous plaisait et vous faisait vraiment du bien. Bon, ça, c'est vraiment un signe qu'il y a un déséquilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Mais ça va être aussi la difficulté à se détendre, même en dehors du travail. Donc, on part en vacances et on pense quand même tout le temps à notre travail. C'est qu'au quotidien, il y a un déséquilibre dans notre vie pro, vie perso. L'impression de toujours courir aussi après le temps. D'être toujours, de jamais avoir le temps, de ne pas pouvoir prendre du temps pour soi, etc. Bon, on peut prendre toujours le temps de prendre du temps pour soi.
et aussi les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, de toute façon, dès qu'il y a un trouble du sommeil, que ce soit insomnie, un sommeil qui est non réparateur, c'est-à-dire que le matin, on se réveille, on est encore fatigué, ou d'avoir de la difficulté à s'endormir parce qu'on rumine, etc., etc. Bon, les troubles du sommeil, c'est qu'il y a vraiment, de toute façon, que ce soit pour le déséquilibre vie pro, vie perso, que ce soit parce que vous avez des émotions qui soient refoulées, etc., c'est important d'y faire attention. Ce n'est pas normal d'avoir un mauvais sommeil. Et donc, dans tout ça, quels vont être finalement les signes, enfin les bienfaits d'un bon équilibre? Le fait d'avoir un bon équilibre de vie pro, vie perso, on va avoir moins de stress, plus d'énergie, une meilleure productivité dans notre travail, un sentiment aussi d'épanouissement personnel, mais aussi professionnel. Et donc, ça, c'est vraiment hyper important pour cultiver une bonne santé mentale au quotidien, que ce soit dans notre travail ou dans notre vie personnelle. Est-ce que j'ai... Non, je ne sais pas si j'ai une autre slide après. Ouais, si, c'est comment justement retrouver et cultiver du temps pour soi dans son quotidien. Eh bien, ça va être de se planifier des moments personnels. On a tous des rendez-vous médicaux qu'on prend des mois à l'avance et on s'y tient, on y va. Bon, là, pour des moments personnels, on prend rendez-vous avec nous-mêmes, on le note dans notre agenda et on s'y tient. Ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine, 1 heure ou plus, ça peut être beaucoup plus, mais au moins une demi-heure par semaine, on se le note et on prend un temps pour soi personnel. On apprend aussi à dire non à aux sollicitations excessives. Donc, on ose poser ses limites, on ose exprimer ses limites et ses émotions pour dire non aujourd'hui. C'est pas contre toi, c'est pas contre toi, j'ai besoin de temps pour moi aujourd'hui. Donc, je vais te dire non pour aller boire un verre après le travail, par exemple, ou d'aller voir un spectacle ou sortir ou que sais-je, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un temps pour soi, on ose dire non. Mais ça va être pareil pour finalement un collègue qui nous demande de rester plus tard alors que on a fini notre journée et qu'on a quelque chose de prévu. Il y a des personnes qui vont dire bon, d'accord, je vais rester, je vais t'aider. Mais on peut aussi dire aujourd'hui, j'ai quelque chose de prévu après le travail, donc je vais te dire non. Mais sache que voilà, une prochaine fois, si j'ai la possibilité, je t'aiderai avec plaisir et je resterai un petit peu plus longtemps. Mais savoir dire non, tout simplement. C'est aussi se poser des rituels de fin de journée, donc se créer un peu des sas de décompression. On en a peut-être, vous en avez sans vous en rendre compte, mais ça peut être en démarrant la voiture, si vous rentrez en voiture, d'écouter votre émission préférée. C'est de rentrer en vélo, donc vous avez le vent, vous avez le beau paysage, etc., qui défile devant vous. Ça peut être votre sas de décompression qui vous permet de passer de votre travail à votre vie privée. Et puis aussi, c'est d'avoir la règle du plaisir quotidien, donc se donner au moins un plaisir par jour. Je passe rapidement, je vois que le temps file, donc on va passer aux 3 notions pour s'auto-évaluer et pour s'aider justement à s'observer soi-même, mais aussi les autres. Ça va être l'intensité, c'est se poser la question, ok, si on prend l'exemple de la fatigue, sur une échelle de 1 à 10, à quel point je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens fatiguée de 2, 3 ou est-ce que c'est plutôt 8, 9 sur ma fatigue? Depuis combien de temps dure et depuis combien de temps je me sens fatiguée? Est-ce que c'est juste aujourd'hui parce que j'ai eu une grosse journée de travail et qui m'a demandé beaucoup de concentration, de réflexion, etc. Ou est-ce que ça fait déjà plusieurs jours que je me sens fatiguée sur une telle échelle ou même plusieurs semaines, voire beaucoup plus? Et aussi, est-ce que ça a un impact sur mon quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des choses, par exemple, des loisirs que j'avais que je ne fais plus? Est-ce qu'il y a des tâches dans mon travail qui étaient très simples pour moi qui aujourd'hui me semblent une montagne? Est-ce que ça a un impact sur mon quotidien? Et ça, c'est vraiment ces 3 notions à retenir pour vous aider à vous auto-évaluer sur votre niveau de bonne santé mentale, mais aussi pour vous aider à observer chez vos collègues s'il y a quelque chose qui a changé
ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui, mais la santé mentale, c'est un continuum. Donc, on est des fois un petit peu bas, des fois on est haut, on n'est jamais toujours sur la même ligne. C'est vraiment un continuum et ça avance, ça permet de passer des fois à des moments où on est super bien, des fois des moments où on est on est moins bien. L'idée, c'est de toujours cultiver finalement une bonne santé mentale, de faire tous ces exercices, toutes ces choses, de se rappeler de soleil, de cultiver notre soleil dans notre tête et dans nos cœurs, justement, pour avoir une bonne santé mentale au quotidien. Parce que de ne pas cultiver toutes ces choses-là, finalement, après, ça peut créer de la fatigue mentale, de la fatigue émotionnelle, différentes fatigues qui peuvent, si elles ne sont pas prises bien en charge, peuvent devenir des troubles psychiques et bien plus. Donc, il faut vraiment au quotidien prendre le temps de cultiver notre soleil finalement intérieur. Voilà. Donc, on se rappelle rapidement, soleil, stop, on fait des pauses, on ose exprimer ses émotions et ses limites. Soleil, pardon, lumière. On met en lumière nos différents points positifs dans notre quotidien, dans notre travail, mais aussi dans notre quotidien. Intérieur, environnement et entourage, donc positif. Donc, on cultive notre entourage et notre environnement. Intérieur, on cultive un discours intérieur qui nous est agréable, valorisant et positif. Et loisir, pour elle, de soleil, on prend du temps pour soi. Voilà. Et rapidement, avant de répondre à vos questions, je vous ai parlé tout au début donc, de Solum que vous voyez depuis tout à l'heure derrière moi. C'est un jeu sérieux pour justement libérer la parole sur la santé mentale en entreprise que j'ai créé tout récemment. Donc, si vous voulez suivre l'aventure de Solum, eh bien, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram. Et donc, je vais pouvoir répondre maintenant à vos questions. En tout cas, merci de votre écoute. J'espère que vous allez pouvoir repartir avec 2-3 clés à mettre tout de suite en application aujourd'hui, par exemple, avec une belle pause ou avec un beau sas de décompression à la fin. Voilà.